Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre d'une usine de production de ciment. Coût des travaux de construction 50 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA. Les auteurs de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été identifiés. Cela grâce aux caméras de vidéoprotection installées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCD. Autre titre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a autorisé l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour tenter de stopper les violences dans ce pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La campagne Café 2015-2016 s'est ouverte hier vendredi. Et pour cette campagne, le prix du kilogramme du café décortiqué est fixé à 670 francs CFA contre 650 francs CFA la campagne dernière. L'information a été donnée hier vendredi à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofi à Bolin. On le sait officiellement, le prix au kilogramme du café décortiqué est fixé à 670 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Prix revu à la hausse, soit 20 francs de plus par rapport à la campagne précédente. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenu ce vendredi au palais présidentiel et présidé comme d'habitude par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le prix du café décortiqué Borchamp pour la campagne de commercialisation 2015-2016 est fixé à 670 francs le kilo. Je précise que pour la campagne 2014-2015, ce prix était de 650 francs et pour l'année d'avant, donc la campagne 2013-2014, ce prix était de 620 francs. Donc cela fait 3 années de suite, là aussi, que le prix du kilo augmente, ce qui peut expliquer par ailleurs l'augmentation de la production. Toujours selon le Conseil, la présente campagne s'ouvre ce vendredi. Et puis une autre information d'importance donnée à l'occasion de ce Conseil, celle relative à la mise en œuvre du projet pilote du gouvernement sur la resocialisation d'enfants mineurs, le plus souvent enclins à la délinquance. Il s'agit en réalité de circonscrire ce que les Ivoiriens eux-mêmes appellent le phénomène des enfants microbes. Il s'agit ici d'aider ces mineurs-là, ces mineurs délinquants, à acquérir et à cultiver des valeurs morales et civiques, leur permettant de se réintégrer dans la vie sociale et de s'éloigner de la violence. Un projet pilote a été réalisé depuis décembre 2014 au Centre de rééducation des mineurs de Dabou, avec plusieurs dizaines d'enfants cibles. Cette phase du projet a consisté essentiellement en la réalisation d'actions de rééducation, l'intégration de nouveaux comportements, l'apprentissage d'un métier, etc. Les résultats sont jugés satisfaisants, donc le Conseil a décidé de la réhabilitation urgente du centre socio-éducatif de la zone 4 et de la création de 2 nouveaux centres de façon à permettre à plus d'enfants d'être concernés par ce projet de resocialisation. Le prochain Conseil des ministres est prévu dans une semaine, le mercredi 23 décembre 2015, pour plus de précisions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré l'hypermarché Place, situé non loin du boulevard jusqu'à Destin à Marcory, un hypermarché bâti sur une superficie de 2 hectares. Il a coûté 33 milliards de francs CFA et a permis de créer 1350 emplois. Nous vous proposons d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, qui apprécie l'ouvrage. C'est un immense plaisir de voir une telle disponibilité de surface de shopping pour nos concitoyens. Et je voudrais vraiment remercier le directeur général et toutes les autorités, le Carrefour, les actionnaires. Je trouve qu'arriver à une semaine de Noël, on ne pourrait pas mieux choisir le moment. Donc je vois la section cadeaux, je pense que nous viendrons tous ici pour prendre des cadeaux de Noël. Et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et dire à tous vos actionnaires combien nous sommes heureux. Je crois que les Ivoiriens sont heureux et les prix ont commencé à baisser. Donc la concurrence a commencé à jouer. Donc bonne chance à nous tous.
Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre d'une usine de production de ciment. La future cimenterie va s'étendre sur plus de 120 000 mètres carrés, coût des travaux de construction et 50 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA. Maïsako. En procédant à la pose de la première pierre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a marqué le début des travaux de construction d'une nouvelle usine de production de ciment. La future cimenterie sera bâtie sur ce complexe situé à environ 2 km de la ville d'Atenguié dans le sud de la Côte d'Ivoire. Elle aura une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. Il s'agit d'un projet structurant qui va contribuer à renforcer notre capacité de production du ciment. Avec l'extension des capacités d'un opérateur déjà installé, cette capacité sera portée à 4 150 000 tonnes à la fin de l'année 2015. Les travaux de construction de la future cimenterie sont estimés à 50 millions de dollars américains, soit plus de 30 milliards de francs CFA. En plus de la densification du tissu industriel, la nouvelle usine de ciment va appuyer la mise en œuvre du programme de construction de logements sociaux et économiques entrepris par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque année, la demande est autour de 50 000 logements. Ainsi, donc, la contribution du secteur des BTP au produit intérieur brut est passée de 2,1% du PIB en 2011 à 3,6% en 2015, soit une hausse de l'ordre de 111% donc sur cette période. Il est donc important de soutenir la forte accélération de la croissance et augmenter de manière de plus en plus importante notre capacité de production donc de ciment. La future cimenterie devrait générer à terme 500 emplois directs et 2000 emplois indirects. Elle constitue la première phase du projet Limac Africa, fruit du partenariat entre le grand groupe turc Limac Group of Companies et l'entreprise ivoirienne Afrikbat SA. Les deux autres phases du projet portent sur la construction d'une unité de production de gravier concassé, d'une unité de production d'éléments préfabriqués béton et d'une unité industrielle de fabrication de briques. Le tout devrait être disponible dans 14 mois. Autre information dans cette édition, l'industrie bancaire et financière ivoirienne veut apporter sa contribution effective au développement économique de la Côte d'Ivoire et au-delà de la sous-région. Cela a été exprimé lors des journées du banquier qui s'intéressent cette année à l'accès universel pour les particuliers, mais aussi pour les PME à un large éventail de services financiers fournis à un coût raisonnable. Alors, Sine Bakayoko, Adama Kodé. En 2014, seulement 15% de la population ivoirienne adulte détenait un compte dans une institution financière formelle. 46% de la population épargne ou effectue des paiements en dehors du système financier formel et environ 10 milliards de francs CFA de transactions sont effectuées par jour via les plateformes mobiles. Ces données nous interpellent tous, gouvernement et vous particulièrement, acteurs du secteur financier, si nous voulons atteindre la moyenne mondiale qui est de 50% de taux de bancarisation ou ceux des pays de niveau comparable, tels que les pays de l'Afrique australe, où il est de 51%. En retenant pour thème de cette troisième édition la banque digitale, facteur d'accélération de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, les professionnels s'engagent à faire des technologies de l'information et de la communication les principales béquilles pour se rapprocher des usagers. La forte pénétration du téléphone mobile dans notre société et la progression continue de l'accessibilité à l'Internet ouvrent à cet égard pour nos entreprises de réelles opportunités d'innovation et d'ingéniosité. Ces services permettent d'effectuer localement des transactions portant sur de petits montants et de mieux gérer les dépenses et les revenus, une niche importante. L'aspect digital de nos activités est essentiel, non seulement pour accroître le nombre de personnes susceptibles d'accéder à des produits financiers, mais également de permettre donc une plus grande accessibilité du public pour les différents produits que nous proposons. L'inclusion financière qui en découle contribue à terme à la consolidation de la base de croissance de l'économie.
Parlons maintenant de défense. Un exercice amphibie d'interaction a débuté hier entre les forces françaises en Côte d'Ivoire et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, et ce jusqu'au 21 décembre entre Abidjan et la région de San Pedro. Cet exercice se situe dans le cadre de la mission Cohembe 131 du bâtiment de projection et de commandement Mistral de la marine française qui est présent dans les eaux territoriales ivoiriennes. Hamza Diaby. Depuis quelques semaines, le bâtiment de projection et de commandement Mistral de la Marine nationale française est à Abidjan dans le cadre d'une mission de présence dans le golfe de Guinée. Mission au cours de laquelle il a vocation à naviguer de concert avec les marines riveraines pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Objectif, faire baisser toute cette insécurité constituée par les actes de pêche illicite et de piraterie. L'accompagnement du BPC Mistral se traduit par des exercices aussi bien en mer qu'à terre. À terre, par exemple, lors des relâches opérationnelles, comme celles que nous faisons actuellement à Abidjan, nous avons des périodes de formation, on appelle ça des périodes d'instruction opérationnelle, PIO, périodes au cours desquelles, en fonction des souhaits exprimés par la marine du pays visité, eh bien, nous proposons des séances de formation, des exercices à terre pour ensuite être plus performants à la mer. Un exercice amphibie conjoint de 72 heures aura lieu dès ce vendredi avec les forces françaises en Côte d'Ivoire et une soixantaine d'éléments des FRCI. Une formation dans plusieurs domaines. Les domaines privilégiés, c'est surtout la capacité à aller faire du contrôle en mer, du contrôle de bâtiments de pêche, du contrôle de bâtiments suspectés de se livrer à des activités illicites. Nous entretenons régulièrement ces échanges qui sont absolument fondamentaux pour arriver à travailler ensemble et continuer à coopérer. C'est à ce prix-là que nous arriverons à être efficaces pour maintenir un bon niveau de sécurité dans le golfe de Guinée. Le BPC Mistral compte actuellement un équipage de 280 personnes. Deuxième plus grand navire français après le porte-avions Charles de Gaulle, il peut être appelé pour des opérations aéromobiles, des opérations amphibies, des missions de gestion de crise, de transport de troupes ou de soutien santé. Deuxième grand titre de cette édition, les auteurs de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été identifiés. Cela grâce aux caméras de vidéoprotection installées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Plus de détails avec Abou Sanogo. L'on se souvient de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des écrans d'ordinateur, des mobiliers et plusieurs documents administratifs sont partis dans les flammes. Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 décembre. Un individu rôde devant les bâtiments. Sandwich en main, il suit les mouvements des autres étudiants qui pour la plupart s'empressent à regagner leur domicile. À 22 heures, il se retire et fait appel à son complice qui lui attend depuis dans un coin reculé de l'université. Nous sommes entre 23h et 0h30. Ils font le guet, s'assurent que tout le monde est parti. Puis arrive 3h du matin. Muni d'un récipient rempli d'essence, ils passent à l'action. L'un déverse le contenu de son récipient le long du bâtiment et disparaît. L'autre arrive et y met le feu. Les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny partent en fumée. Ces deux individus ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance du Centre de coordination des décisions opérationnelles. Une enquête est alors ouverte en vue de les rattraper. Pour toutes informations les concernant, appelez le Centre de coordination des décisions opérationnelles au 20 22 49 17, 20 22 53 45 ou le 20 25 00 40. Toute autre chose à présent, sachez que les responsables de l'UCOA, l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance, séjournent en Côte d'Ivoire. Ils ont tenu une conférence de presse dans les locaux de la Maison de la Presse. L'UCOA invite la Côte d'Ivoire, signataire de la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, à produire son rapport sur la question. Guillaume Zéré, Vénassé Maniamien. Situation périodique des droits des enfants en Côte d'Ivoire, les progrès enregistrés et les insuffisances à combler. C'est le thème de cette conférence de presse animée par Moussa Sidikou, le président de l'UCOA, l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance. Face à la presse nationale, le premier responsable de cet instrument africain de promotion des droits des enfants s'est voulu clair. La Côte d'Ivoire a fait des progrès sur la question des droits des personnes vulnérables.
Des efforts malheureusement ternis par le manque de rapports. Nous sommes donc venus pour discuter avec en tout cas un certain nombre d'autorités de Côte d'Ivoire pour voir pourquoi ce blocage-là, mais également solliciter leur bienveillance pour que le rapport soit déposé dans les délais, mais également pour qu'un certain nombre de préoccupations qui sont en lien avec les droits de l'enfant puissent trouver également des solutions. Le rapport en question est une exigence de la Charte africaine des droits et bien-être des enfants ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2006. Il devrait être remis tous les 3 ans à un comité d'experts africains pour lui permettre de mieux apprécier la situation. Un avantage selon le RAMEDSI, le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. 4 ans, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'avancées en matière des droits des enfants. Et je pense que la dernière en date, c'est la gratuité de l'école. Ça coûte beaucoup de milliards. Un rapport qui coûte à peine 10 millions ne peut pas vraiment empêcher la Côte d'Ivoire d'accomplir. Je pense qu'il y a des incompréhensions, il y a des équivoques à lever. Et c'était important d'interpeller les autorités. Avant la conférence de presse, la délégation de l'UCOA avait déjà rencontré des structures ivoiriennes des droits de l'homme au nombre desquelles la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La page éducation de cette édition, c'est maintenant. Les collèges de proximité s'ouvrent officiellement en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Andia Camara, a procédé à l'ouverture du collège de proximité de Ngoyakro, village situé à 25 km de Didiévi. Maria Kobi, Kwadjo Kwame, RTI Boaké. 86 collèges de proximité à base 2 ouvrent leurs portes aux élèves des localités les plus reculées sur toute l'étendue du territoire national. Nguyakro, village situé à 25 km de Didiévi, vient de bénéficier de son collège de proximité. Cette ouverture marque par la même occasion la cérémonie inaugurale des 86 nouveaux collèges de proximité. C'est un établissement flambant neuf et équipé qui a été offert aux populations de Nguyakro et des villages environnants. Sa construction a été financée par la Banque mondiale à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base. Par cet événement, il s'agit de célébrer l'éducation, moteur du développement de tout pays. Le défi de nos pays reste celui d'assurer une éducation de qualité pour tous, de garantir un capital humain capable d'assurer le développement économique et social du pays. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a souhaité que les acteurs du système éducatif, parents et élèves puissent s'approprier ce projet afin d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Ensemble, il nous faut faire de l'école un haut lieu de fraternisation et de socialisation. C'est un travail exaltant qui exige de tous exemplarité, responsabilité et efficacité. Les heureux bénéficiaires de ce joyau architectural ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Je ressens la joie et le bonheur d'avoir un collège dans mon village. Merci au ministre. Le collège de proximité de Nguyakro est composé de 2 bâtiments de 8 classes, d'une salle informatique, d'un foyer polyvalent, de latrines et de bureaux pour l'administration. En plus de celui de Nguyakro, les collèges de proximité de Raviard et de Bouli ont été inaugurés. Le ministre des Ressources animales et halieutiques veut débarrasser la Côte d'Ivoire de la peste des petits ruminants. Une consultation nationale sur le développement durable de la filière des petits ruminants s'est tenue à cet effet. Compte rendu venant Seman Niamia. L'élevage des petits ruminants en Côte d'Ivoire fait vivre des milliers de personnes, surtout celles des zones rurales. Il occupe aussi une place stratégique dans la relance de l'économie ivoirienne et contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Cependant, ce secteur est confronté à d'énormes difficultés, notamment la peste des petits ruminants. Le ministère des Ressources animales et halieutiques initie donc une consultation nationale en vue d'adopter une stratégie de contrôle et d'éradication tout en proposant des mécanismes de financement pour la lutte contre ce fléau. La peste des petits ruminants n'est pas une zoonose, mais c'est une maladie très grave du point de vue économique. Parce que du jour au lendemain, l'éleveur peut se retrouver avec la perte de 90% de son cheptel. Le cheptel ivoirien est estimé à un peu plus de 3 millions de têtes. Déjà insuffisant pour couvrir les besoins nationaux,
La situation est aggravée par la persistance de la peste des petits ruminants. La Côte d'Ivoire reste aujourd'hui un importateur net d'animaux sur pied originaires des pays sahéliens et des viandes congelées. La production nationale qui couvrait environ 57% des besoins de la consommation des produits carnés en 2001 n'en couvre aujourd'hui que seulement 44%. De 2009 à ce jour, 78 foyers de peste des petits ruminants ont été enregistrés sur le territoire national. La stratégie de lutte adoptée par la Côte d'Ivoire a été jusque-là la vaccination des masses dans le cadre des campagnes annuelles obligatoires couvrant tout le pays. C'est ce qui justifie le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au gouvernement ivoirien dans sa volonté d'éradiquer cette maladie. Les producteurs de bovins viennent de mettre en place une fédération. Il s'agit de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, FENAPROB-6. Sa mission, produire suffisamment de protéines pour couvrir les besoins du pays. Soro Corona, Abdoul Kader Sogodogo, RT Boaké. La production nationale de bovins est estimée à plus de 1 500 000 têtes de bœufs par an. Cette production ne couvre que 24% de la consommation nationale. Le déficit des 75% est comblé par les importations. Pour relever le défi de l'autosuffisance en viande bovine, les éleveurs et producteurs de Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser le secteur. Ils viennent de mettre en place la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, FENAPROB-6. Cette fédération aura pour mission de répondre aux besoins de production et aux conflits agriculteurs-éleveurs. Les objectifs pour cette mise en place, c'est le développement de l'élevage dans son ensemble, développer l'élevage dans le secteur et puis faciliter le métier aux exerçants, c'est-à-dire les éleveurs. La section de la région de la Bagoué a été officiellement installée. Cette section va s'atteler à recenser les bouviers et producteurs et les couloirs de transhumance dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Au cours de la cérémonie d'installation, les autorités locales ont encouragé l'initiative des acteurs de la filière bétail. Elles ont engagé les producteurs et bouviers à moderniser les cheptels pour une production de qualité et de quantité. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire entend installer une section dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le pont de Marabadiassa sur le fleuve Badama reliant les régions de Gbeke, du Béré et de la Bagoué est dans un état de dégradation très avancé. Voyager sur ce pont est un danger permanent pour les usagers qui l'empruntent. Soro Corona, Léon Broukwame, RT Boaké. Chaussée réduite au passage d'un seul véhicule du fait de l'érosion, nid de poules béants, résultat des bombardements de la crise ivoirienne. Voici le nouveau visage du pont de Marabadiassa sur le fleuve Bandama, un pont dont les raccordements sont également en passe de céder sous le poids des ans. Quand on quitte au village, avant de passer sur le pont, il me dit le pont a coupé. Il y a un petit village qui est tout près, on appelle ça Badasso. Voilà, avant d'arriver là-bas, on prie beaucoup pour qu'on puisse traverser le pont. Ce pont est en train d'inquiéter. Si rien n'est fait pour ce pont, c'est sûr que la saison pluvieuse prochaine, on n'aura plus de pont entre, Marabadiassa et Bouandougou. Le pont de Marabadiassa est en état de dégradation. Il relie pourtant la région de Gbeke à celle du Béré, du Ouagadougou et de la Bagoué, des zones économiquement aussi importantes pour le pays. Il convient de songer à sa réhabilitation, mais avant, il faut s'imprégner de sa situation, d'où cette visite des élus de la région du Béré. Au plan économique, c'est un instrument extrêmement important. Le temps a fait son effet. Ces quelques fissures se sont transformées en cratères et nous avons voulu vraiment interpeller les pouvoirs en place pour que quelque chose soit fait. Moi, à Marandala et Sarala, je pense au goudron. Alors, si le morceau de goudron qui va vers moi n'existe plus, il n'y a pas de raison d'espérer. Ça serait difficile pour nous, parce qu'on ne sait pas où passer. C'est notre voie qui est là. Si vous allez faire le grand tour, aller passer par Bémé, revenir par Tchening et puis aller, ce serait du grand boulot.
Ce détour va imposer aux usagers du pont de Marabadiassa de passer par Béoumi et Kounaïri, un manque à gagner pour les populations des 3 régions concernées, notamment les transporteurs et les commerçants. Le pont de Marabadiassa a été construit dans les années 1980 et reste jusqu'alors l'infrastructure qui favorise les échanges entre la région de Gbeke et celle du Béré par voie terrestre. Autre sujet, la ville de Grand-Bassam abrite sur 10 jours la semaine de l'artisanat. Le thème de cette semaine de promotion des créations des artisans et l'excellence de la promotion du produit artisanal de Grand-Bassam. Venance Maniamien. Des bijoux, des pots, des produits de maroquinerie et des habits exposés au centre artisanal de Grand-Bassam. Nous sommes aux Journées de l'artisanat, une plateforme de rencontre entre acheteurs professionnels et artisans créateurs. C'est une aubaine pour les artisans venus exposer, de faire connaître le savoir-faire au public et de permettre aux visiteurs de faire de bonnes affaires. Je suis très heureuse d'être ici, les produits sont très beaux, j'ai déjà fait beaucoup d'achats. J'ai acheté des sculptures en ébène, des sculptures en bronze. Cette exposition a été l'occasion pour les artisans de découvrir le Centre de ressources professionnelles pays, CRP. Un espace qui leur est destiné pour leur permettre de faire la promotion de leurs œuvres et de mieux les vendre. Le Centre de ressources professionnelles pays est la représentation ivoirienne du comité de coordination pour la promotion de l'artisanat africain Côte d'Ivoire, qui a pour mission principalement de faire la promotion et la commercialisation des produits de l'artisanat ivoirien à partir d'une galerie virtuelle. Au cours de cette cérémonie, un protocole d'accord a été signé avec des partenaires pour la commercialisation et le transport des produits artisanaux ivoiriens vers l'extérieur. Nous allons permettre aux artisans de Grand-Bassam, de la Côte d'Ivoire de manière générale, d'apporter leur production dans pratiquement les 232 destinations qui sont réparties sur tous nos réseaux. Pendant 10 jours, les artisans en habillement, textile, maroquinerie, bijouterie, tableaux, arts utilitaires et autres présenteront leurs produits. Des objets exceptionnels, des tenues atypiques, bref, des surprises à découvrir au centre artisanal de Grand-Bassam. Les fidèles chrétiens de la mission du Royaume de Dieu qui, au cours de l'année 2015, ont mené des actions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale ont été distingués par leurs responsables. On en parle maintenant avec Éric Goré et Guy Serge Colliard. Des fidèles chrétiens de la cathédrale protestante de la mission du Royaume de Dieu, distingués pour le travail accompli dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les récipiendaires ont contribué à maintenir la paix dans leur environnement immédiat durant l'année 2015. Ils sont mis en mission pour poser d'autres actions en 2016 afin d'être des acteurs de paix et de réconciliation. L'Église même est inscrite déjà même dans une volonté même historique et spirituelle même de la réconciliation, parce que qui dit Église parle de réconciliation déjà. Et donc avec l'Église, je pense que tout le monde est déjà réconcilié. Nous pensons que cette distinction est un argument supplémentaire pour nous, pour redoubler d'efforts, afin de continuer à servir dans l'humilité le Seigneur notre Dieu. Pour le premier responsable de la cathédrale protestante de la mission du Royaume de Dieu, le rôle du chrétien est d'accompagner les autorités. Il doit œuvrer au développement social de son pays. Ils œuvrent pour la Côte d'Ivoire. Il y a des malades. Le ministre de la Santé est là pour les malades. Mais nous participons aussi. Donc ça dépend de l'esprit. Cette distinction des fidèles chrétiens de la cathédrale protestante de la mission du Royaume a été l'occasion de célébrer également la fête de moisson de cette communauté religieuse. Hors de la Côte d'Ivoire, les Rwandais ont voté massivement en faveur d'une révision de leur constitution qui doit permettre au président Paul Kagame de se présenter pour un nouveau mandat et potentiellement de diriger le pays jusqu'en 2034. Selon les résultats partiels du référendum publié ce samedi, le oui en faveur de la réforme constitutionnelle obtient 98% des voix contre 1,71% au non, selon les résultats officialisés par la commission électorale et portant sur 21 de 30 districts, soit 70% du pays.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a autorisé l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour tenter de stopper les violences dans ce pays. L'instance africaine a donné 4 jours à Bujumbura pour en accepter le principe. En cas de refus de Bujumbura, l'Union africaine a déclaré qu'elle allait prendre des mesures supplémentaires pour assurer le déploiement de ses troupes. Et sachez que selon Human Rights Watch, au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines par les forces de sécurité éthiopiennes. Et c'était lors des manifestations dans la région d'Oromia. Et nous allons terminer avec cette information. La campagne pour les élections législatives de dimanche demain, donc en Espagne, s'est achevé jusqu'à la dernière minute hier vendredi soir. Les chefs de partis en lice, Mariano Rajoy, Pedro Sanchez et ceux des 2 nouveaux partis, Podemos et Ciudadanos, ont harangué les foules pour espérer gagner ces élections. Et nous allons mettre fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.